Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite et fin des fables de La Fontaine. J'ai été ravie d'avoir sélectionné ce livre et de découvrir et redécouvrir avec vous les fables de Jean de La Fontaine. Alors, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Pour ma part, je vais poursuivre cette lecture. On en était au livre 4e. Alors, il faut savoir que je ne vais pas pouvoir tout lire ce soir puisque Jean de La Fontaine a écrit 12 livres de fables qui rassemblent 243 fables. Donc, beaucoup d'histoires. Donc, je ne pourrai pas tout faire ce soir. Mais en tout cas, on a déjà vu un beau panel de très belles histoires. Et je vais lire la fable Le vieillard et ses enfants. Bonne soirée. Toute puissance est faible, à moins que d'être unie. Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie. Si j'ajoute du mien à son invention, c'est pour peindre nos mœurs et non point par envie. Je suis trop au-dessous de cette ambition. Phèdre enchérit souvent par un motif de gloire. Pour moi, de telles pensées me seraient malséants. Mais venons à la fable, ou plutôt à l'histoire de celui qui tâcha d'unir tous ses enfants. Un vieillard, près d'aller où la mort l'appelait. « Mes chers enfants, dit-il à ses fils, il parlait, voyez si vous romprez ces dards liés ensemble. Je vous expliquerai le nœud qui les assemble. L'aîné les ayant pris et fait tous ses efforts, les rendit en disant « Oh, je les donne au plus fort ». Le second lui succède et se met en posture, mais en vain. Un cadet aussi tente l'aventure, tous perdirent leur temps, le faisceau résista. De ces dards joints ensemble, un seul ne s'éclata. « Faible Jean, dit le père, il faut que je vous montre ce qu'est ma force, ce que ma force peut en semblable rencontre. » On crut qu'il se moquait, on sourit, mais à tort. Il sépare les dards et les rompt sans effort. « Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde. Soyez joints, mes enfants, que l'amour vous accorde. » Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin, se sentant prêt de terminer ses jours, « Mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères. Adieu. Promettez-moi de vivre comme frères, que j'obtienne de vous cette grâce en mourant. » Chacun de ses 3 fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains, il meurt, et les 3 frères trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. Un créancier saisi, un voisin fait procès. D'abord notre trio s'en tire avec succès. Leur amitié fut courte, autant qu'elle était rare. Le sang les avait joints, l'intérêt les sépare. L'ambition, l'envie, avec les consultants, dans la succession entrent en même temps. On en vient au partage, on conteste, on chicane. Le juge sur 100 points, tour à tour, les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt. Cela sur une erreur, cela sur un défaut. Les frères désunis sont tous d'avis contraires. L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leurs biens et voulurent trop tard profiter de ces dards unis et pris à part. On va commencer ensemble le livre 5e avec Le bûcheron et Mercure, et c'est une fable dédiée au comte de Brienne, avec lequel La Fontaine a participé à l'élaboration du recueil de poésie chrétienne et diverses,
qui est paru en 1671. Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements, l'effort ambitieux. Je le veux comme vous. Cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. Quand au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais et n'instruis, il ne tient pas à moi, c'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point. Je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent. Je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie, de pivot sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois, par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, la mouche et la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie aux 100 actes divers, et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelques rôles. Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, c'est sa cognée, et la chercher en vain, ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à vendre, sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. « Ô ma cognée, ô ma pauvre cognée !» s'écriait-il. « Jupiter, rends-la moi. Je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. « Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu. La connaîtrais-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. Lors, une d'or à l'homme étant montrée, il répondit « Je n'y demande rien. Une d'argent succède à la première, il la refuse. Enfin, une de bois. Voilà, dit-il, la mienne, cette fois. Je suis content, si c'est cette dernière. Tu les auras, dit le dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée, et Beauquillon de perdre leur outil et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore, à chacun d'eux il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête de ne pas dire aussitôt « La voilà !» Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela? Jupiter n'est pas dupe. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il serait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau.
Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup, vous sauverez. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopin-clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés, au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon, il fut mis en éclat. Sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Le renard ayant la queue coupée. Un vieux renard, mais des plus fins. Grand croqueur de poulet, grand preneur de lapin, sentant son renard d'une lieue, fut enfin au piège attrapé. Par grand hasard en étant échappé, non pas franc, car pour gage, il y laissa sa queue. S'étendis-je, sauvé sans queue et tout honteux pour avoir des pareils, comme il était habile. Un jour que les renards tenaient conseil entre eux, « Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile et qui va, balayant tous les sentiers fangeux? Que nous sert cette queue? Il faut qu'on se la coupe. Si l'on me croit, chacun s'y résoudra. » « Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe, mais tournez-vous de grâce, et l'on vous répondra. » À ces mots, il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été temps perdu. La mode en fut continuée. Ah, je vais lire La poule aux œufs d'or. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de contes avec cette histoire de poule aux œufs d'or. Alors, j'ai pas la référence tout de suite, mais il me semble qu'il y a un conte comme ça, mais pas de La Fontaine. Bah, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter, hashtag poule aux œufs d'or, pour me rappeler quel conte c'est. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. Et oui. Alors il me semble, j'y pensais là en lisant une phrase, il me semble que c'est dans Peau d'âne que l'âne, au lieu de faire des crottes, il sort des pièces d'or. Et donc du coup, la bonne fée demande en sacrifice au roi de sacrifier son âne pour faire une peau d'âne. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Alors j'avais sélectionné une autre fable, parce que j'ai fait ma petite sélection. Ah, le lièvre et la tortue, chers amis. On ne va pas terminer sans lire le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'éteindrez point sitôt que moi ce but. Que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but.
Sitôt, êtes-vous sage, reprit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de rester pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gagueur à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gagueur. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Et alors, pour finir, il y a une fable, il y a une fable dans ce livre, c'est une fable, comment ils appellent ça? Pas censurée, mais voilà, non recueillie. C'est une fable qui n'a pas été publiée dans le livre des fables du vivant de La Fontaine. Donc c'est une œuvre, enfin une fable posthume, on va dire, et j'aimerais bien vous la lire. Parce que je pense que vous ne la connaissez pas. Parce que moi, je ne la connaissais pas et on ne les apprend pas à l'école, celle-ci. Donc, elle s'appelle « Le soleil et les grenouilles ». Les filles du limon tiraient du roi des astres assistance et protection. Guerre ni pauvreté, ni semblable désastre ne pouvaient approcher de cette nation. Elle faisait valoir en 100 lieues son empire. Les reines des étangs, grenouilles, veux-je dire, car que coûte-t-il d'appeler les choses par nom honorable? Contre leurs bienfaiteurs, osèrent cabaler et devinrent insupportables. L'imprudence, l'orgueil et l'oubli des bienfaits, enfants de la bonne fortune, firent bientôt crier cette troupe importune. On ne pouvait dormir en paix. Si l'on crut leur murmure, elles auraient par leurs cris soulevé grand et petit contre l'œil de la nature. Le soleil, à leur dire, allait tout consumer. Il fallait promptement s'armer et lever des troupes puissantes. Aussitôt qu'il faisait un pas, ambassade croissante allait dans tous les États. À les ouïr, tout le monde, toute la machine ronde roulait sur les intérêts de 4 méchants marés. Cette plainte téméraire dure toujours. Et pourtant, Grenouille devrait se taire et ne murmurer pas tant. Car si le soleil se pique, il le leur fera sentir. La République aquatique pourrait bien s'en repentir. Allez, une petite dernière, on a le temps là, on a le temps. Le renard et l'écureuil. Il ne faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point, et certaines chroniques m'en fournissent un plus authentique. Le renard se moquait de l'écureuil qu'il voulait assaillir d'une forte tempête.
Te voilà, disait-il, près d'entrer au cercueil, et de ta queue en vain tu te couvres la tête. Plus tu t'es approché du fait, plus l'orage te trouve en butte à tous ses coups. Tu cherchais les lieux hauts et voisins de la foudre, voilà ce qui t'en prend, moi qui cherche des trous. Je ris en attendant que tu sois mis en poudre. Tandis qu'ainsi le renard se gabait, il prenait maintes pauvres poulets au gobet. Lorsque l'ire du ciel à l'écureuil pardonne, il n'éclaire plus ni ne tonne, l'orage cesse. Et le beau temps venu, un chasseur, ayant aperçu le train de ce renard autour de sa tanière, « Tu paieras, dit-il, mes poulets. » Aussitôt, nombre de bassets vous fait déloger le compère. L'écureuil l'aperçoit qui fuit, devant sa meute qui le suit. Ce plaisir ne lui dure guère, car bientôt il le voit aux portes du trépas. Il le voit, mais il n'en rit pas, instruit par sa propre misère. Voilà, j'ai été ravie de vous lire les fables. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai adoré. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures. Bonne nuit pour ceux qui se couchent et bon courage pour ceux qui travaillent. Bye bye.